Bonjour Gilles, nous sommes un nouveau média alternatif local avec l'objectif de défendre la liberté de parole et le droit à l'expression pour tout un chacun. Nous comptons aller à la rencontre d'acteurs locaux et de personnalités de passage en Alsace qui méritent d'être découverts et entendus. Tu nous fais l'honneur aujourd'hui d'inaugurer notre première et nous t'en remercions. Première question, Gilles, comment ça va? Ça va très bien, j'adore cette belle ville de Strasbourg. Je suis arrivé de Marseille par le TGV, et puis la première des choses que j'ai faites, c'est de me rendre à la cathédrale. Alors, marché de Noël oblige, bon, j'ai essayé de me frayer un passage, je suis arrivé devant cette cathédrale que j'avais déjà visitée, tu vois, par le passé. Lors de cette tournée, je suis passé par Strasbourg 2 ou 3 fois. Et chaque fois, je me rends dans cette cathédrale parce que, voilà, elle a 1000 ans et j'en ai profité, tu vois, pour diffuser aussi sur les réseaux sociaux, pour qu'on soit fiers de notre pays avec cette architecture incroyable et quand on se replace dans l'histoire, je pense qu'on parlera beaucoup d'histoire dans cette entrevue, on a une meilleure vision et on peut mettre ça en perspective avec tous ces monuments des grands bâtisseurs, quoi. Donc vous avez une ville incroyable. Moi, c'est toujours un plaisir de venir à Strasbourg. Le public, je trouve qu'il est particulièrement éveillé ici. Restons du coup sur Strasbourg et le public. Tu as donné une conférence hier soir à Strasbourg dans le cadre du Hit Tour 2022. De quoi s'agit-il concrètement pour les personnes qui te découvriraient aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux particulièrement apporter sur cette tournée par rapport aux anciennes que tu as faites? Dit autrement, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre la route? Le contact avec le public, d'aller à la rencontre de mes lecteurs et ceux qui me suivent également sur les réseaux sociaux, parce que je suis avant tout un auteur, mais je suis également un producteur de contenu. Je fais des émissions dans le cadre d'un club privé qui s'appelle le Hit Club depuis 2 ans et demi, depuis le début de cette pandémie, depuis le confinement en mars 2020. Et ce qui m'a donné envie également de reprendre la route, c'est une nécessité, parce qu'il faut aller à la rencontre, je dirais, de ceux qui nous suivent pour créer ce lien social. Et je suis toujours fier de voir le public qui reste de nombreuses heures après la conférence. Tu as pu en juger puisque tu étais là. Et ils se réunissent, donc ils ont le même centre d'intérêt. Apparemment, bon, c'est moi qui fais le trait d'union, qui est cette espèce d'union avec ce public. Et pour moi, les conférences, c'est pas véritablement des conférences, hein, je me produis plus dans une forme stand-up, j'ai appelé ça des show-conférences. Voilà, en toute humilité, hein, il n'y a pas de la pyrotechnie à la Rammstein, bien sûr, mais voilà, il y a une scénarisation, c'est dynamique, ça dure 2 heures, mais on ne voit pas le temps passer. Et chaque fois que je viens à Strasbourg, chaque fois je fais des salles combles, donc ça c'est une grande satisfaction pour moi. Et cette tournée, elle est particulière parce qu'elle a été rompue par justement cette pandémie. Donc j'avais commencé la tournée en fin 2019, donc j'ai dû l'arrêter pendant 2 ans et demi. Là, il faut que je recommence quasiment depuis le début, en allant chercher également le public. C'est pas évident pour ceux qui se produisent comme ça en public. Je l'ai modifié par rapport à la première, qui était plus axée sur le tome 2 donc de mon livre. Mais là, j'ai rajouté une autre partie, parce que pour moi, c'est important de bien nourrir son corps. Mais ce qui est encore plus important, c'est bien nourrir son esprit. Et donc, elle est scindée en 2 parties. La première partie où je parle de l'alimentation, comment on en est arrivé à manger ce qu'on mange aujourd'hui, comment on est arrivé à s'intoxiquer petit à petit, quels sont les régimes et les modes alimentaires qui sont les plus adaptés à nous, je dirais. Et la deuxième partie, donc j'apporte des solutions. Et ça, c'est très important. J'ai toujours été considéré comme un lanceur d'alerte. Mais aujourd'hui, je veux être un lanceur d'alerte qui fournit également des pistes, des solutions, de la matière à penser. Et la deuxième partie, justement, on parle de l'esprit, c'est nourrir l'esprit. Et là, donc, je parle de la puissance des médias avec ce formidable pouvoir. Charles de Gaulle, j'aborde sur le t-shirt, puisque je parle de personnalités politiques, de personnalités qui ont compté dans l'histoire de France. Charles de Gaulle disait que c'était le 4e pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu le premier des pouvoirs. Sinon, les milliardaires, les riches de ce monde n'investiraient pas en masse pour avoir ces médias qui sont la plupart déficitaires. Donc c'est vraiment une
des forces armées, je dirais, de ceux qui nous gouvernent, c'est cette propagande médiatique chère à Édouard Bernays. Je parle d'Édouard Bernays dans la deuxième partie, je parle également de Noam Chomsky, bien que il est vraiment descendu dans mon estime depuis sa prise de position concernant les non-vaccinés, hein, où il a des propos quand même... Et c'est quand même assez terrible, tu vois, qu'un gars comme Noam Chomsky, qui est à l'origine de cette fabrication du consentement, qui a écrit de nombreux livres là-dessus, c'est-à-dire que les médias aujourd'hui ont la capacité de fabriquer du consentement par rapport à ceux qui les regardent et ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Et il n'a pas remarqué que quand même les mécanismes de propagande pendant cette crise-là étaient la même que, par exemple, pour les propagandes de guerre. D'ailleurs, je parle de ces propagandes de guerre, comment, avec des mensonges, on a pu valider, je dirais, des guerres. Alors je remonte même en 14-18, donc Première Guerre mondiale, où il y a eu cette affaire des mains coupées. Les enfants, les Allemands qui coupaient les mains des enfants. C'est parti en fait d'une propagande, d'un mensonge relayé par un journaliste, un deuxième, etc. Personne n'a vérifié l'info. C'est parti comme ça pour alimenter quoi? La haine du Boche. Je parle donc de 91, cette fameuse affaire en Irak avec les bébés dans les couveuses et qui étaient jetés par terre. On sait aujourd'hui que c'est un mensonge. Je reviens également sur le fameux Colin Powell. Oui. Voilà. Ouais, mais les gars, voilà, je dirais, révèle ce mensonge à la fin de sa vie. Et quand je demande à mon public, qui est, je dirais, apparemment voilà, conscientisé, éveillé, informé en tout cas, certains ont oublié en fait. Ah bon, c'était un mensonge? Ben oui, c'est un mensonge. Et donc je reviens sur toutes ces manipulations pour amener les personnes à prendre conscience qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de guerre, hein, puisque c'est une guerre donc, de l'OTAN contre la Russie, avec l'Ukraine donc au milieu de ce conflit, sans en tirer de conclusion. Mais je veux que ce soit mon public qui puisse par lui-même comprendre ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui on nous dirait la vérité, puisqu'on nous a toujours menti pour valider les guerres. Donc en gros, voilà, c'est une show-conférence qui est sur deux axes, l'alimentation et ensuite la façon de s'informer, voilà, nourrir l'esprit, et pour moi c'est une partie qui est également très importante. Dans tes livres, qu'on peut voir d'ailleurs derrière toi, Hit et Hit 2, dans tes show-conférences, dont tu viens un petit peu nous parler par rapport à celle qui s'est passée hier, ou même dans les vidéos que tu produis pour ton Hit Club sur Patreon, quasiment quotidiennement, tu as vraiment un gros contenu, tu abordes des sujets, comme on l'a pu voir, qui sont très divers, qui peuvent aller donc de l'alimentation, critiques ou commentaires d'actualité, tu as une chronique rock aussi, tu es féru de hard rock et de métal. Pourrais-tu nous parler un petit peu plus de ton parcours ? Rapidement, je suis français, je suis né en 1966 à Aubagne, un petit village dans le sud de la France, là où est né Marcel Pagnol, encore un grand homme, un grand écrivain français. J'ai eu un parcours, je dirais, scolaire assez moyen. Je suis parti très tôt en fait aux États-Unis pour essayer de vivre de ma musique, puisque j'étais musicien. Ensuite, je suis revenu rapidement quand même, puisque ça ne marchait pas forcément très fort, donc c'était un peu compliqué. Je suis revenu donc en France. J'ai travaillé avec mon père qui avait une imprimerie, qui a toujours été en fait un entrepreneur, qui m'a donné justement ce goût d'entreprendre. Et très tôt, en fait, j'ai commencé à créer des sociétés. J'étais un des premiers à créer des services PAO, hein, publication assistée par ordinateur. Bon, aujourd'hui, ça nous semble, je dirais, commun. Moi, à l'époque, ça ne l'était pas. Hein. L'imprimerie, c'est la typographie. Ensuite, la photocomposition. Avec l'informatique est arrivée avec de grosses machines qui coûtaient extrêmement cher. Et j'ai participé en fait à la première création du Club Apple en France. Donc avec cette dynamique, avec la PAO, donc je suis allé faire de la formation aussi chez les imprimeurs pour qu'ils intègrent cette technologie qui était relativement, je dirais, simple et qui a changé, qui a bouleversé aussi tout ce qui était les services presse, la mise en page et les imprimeurs également. Et donc j'ai créé ensuite de nombreuses entreprises, quasiment une vingtaine. J'ai fait beaucoup de startups dans les années 2000. J'étais une des premières agences web fin des années 90 dans le sud de la France. Je gérais ensuite un groupe de communication donc, qui était très important. J'ai toujours entrepris par passion. J'aime bien démarrer des choses et puis après laisser les clés à d'autres personnes. Et j'ai travaillé dans l'événementiel, beaucoup dans le marketing, beaucoup dans la communication. Et jusqu'à un moment donné où mon groupe a fait
a été victime en fait d'une OPA malveillante et qui a fait exploser le groupe, donc avec des détournements de fonds, etc. Et ça m'a ruiné, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé à la rue. Et donc c'est le début du tome 2, hein, où je raconte donc cette période-là, qui est proche bien sûr de la dépression. Mais aujourd'hui c'est une époque que je bénis parce que je suis sur un chemin où je me sens à l'aise, où je fais des choses en totale indépendance. Pour moi c'est très important d'avoir de compte à rendre à personne. Je suis, mon épouse est mon éditrice, donc on maîtrise le livre, je dirais, du début à la fin. Et puis ce côté entrepreneur m'a collé à la peau, et je trouve que c'est l'indépendance est une richesse. J'ai jamais eu l'opportunité non plus de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours été donc mon propre patron. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses possibilités en étant travailleur indépendant, etc. Donc, d'essayer de trouver un minimum d'autonomie. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très bien dans l'administration, comme fonctionnaires, etc. Mais voilà, moi j'ai eu toujours cet esprit d'entreprise. Et pendant cette période sombre, donc, où j'avais tout perdu, j'ai commencé à faire des enquêtes dans le milieu de la protection animale, tout à fait par hasard. Et je me suis rendu compte de l'exploitation des animaux, notamment par rapport à la vivisection, mais aussi dans l'élevage. Donc c'est là où je me suis rendu dans les élevages industriels, dans les abattoirs. Et c'est là où j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. J'ai vu des choses qui m'ont tellement marqué, qui m'ont tellement marqué que j'ai plus pu consommer de la viande, quoi. Ça a été une rupture totale par rapport à cette consommation de viande. Et donc ça a été le début aussi de ce projet HIT, puisque voilà, il fallait que je trouve un moyen de payer ma vie, hein, non pas de la gagner, mais de la payer pour pouvoir survivre. Et le livre était un bon moyen, et je me rends compte qu'avec ces deux livres, en fait, tous les métiers que j'ai exercés par le passé, je m'en sers aujourd'hui. C'est pour ça que quand je transmets beaucoup à des jeunes, je leur dis, quel que soit le métier que vous faites, faites-le bien, parce qu'un jour, lorsque vous serez sur le bon chemin, toute cette expérience-là vous servira. Et aujourd'hui, ma connaissance dans le marketing, dans la communication, dans la photo, dans le livre, dans l'édition, dans le journalisme, journalisme bien compris, c'est-à-dire journalisme indépendant, et dans les médias, ça me sert aujourd'hui pour mon métier. Donc voilà, après j'ai eu un passé également dans la musique, etc. Mais j'ai eu une vie, je dirais, assez bien remplie. Voilà pour te résumer mon parcours. Tu as abordé notamment les problématiques de l'élevage industriel, qui sont beaucoup représentées dans ton premier tome. Au niveau de tes prises de position, justement, sur cet élevage industriel, le bien-être animal et la malbouffe, tous ces positionnements te classeraient plutôt à gauche de l'échiquier politique. À titre personnel, comment définirais-tu ton positionnement ? C'est étrange cette question. Pourquoi je dirais, ces causes-là sont classées, je dirais, à gauche. On en a parlé en off. C'est peut-être parce que c'est des personnalités de gauche qui se sont emparées en fait de cette, je dirais, de ces combats, si on peut appeler ça des combats, mais je trouve que c'est ridicule. Ça doit être, je dirais, ça n'a pas à être une quelconque connotation politique en fait. Donc voilà, je trouve que c'est aberrant. Alors peut-être qu'il n'y a pas de personnalité entre guillemets de droite. Sachant qu'il faudrait redéfinir qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais donc voilà, pour moi c'est plutôt une question qui est étrange, mais qui est logique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes de gauche aujourd'hui qui s'emparent, je dirais, de ce domaine-là. Je pense par exemple à Aymeric Caron, qui a été élu député, qui se fait le fer de lance de la corrida, etc. Je pense que certaines personnes ont des postures. Voilà, je pense que pour avoir rencontré certaines personnes qui se revendiquent, voilà, je dirais pour le bien-être des animaux, pour le végétarisme, etc. Je ne vais pas citer de nom ici, mais c'est souvent des postures. Voilà. Pour rester encore un tout petit peu au thème de l'alimentation avant de dériver dans d'autres sujets périphériques, tu es aussi un gros lecteur. Tu lis beaucoup de livres, tu aimes beaucoup lire des biographies de musiciens. Pour rester d'abord dans l'alimentation, pourrais-tu donner aux néophytes qui seraient intéressés ou qui te découvriraient aujourd'hui quelques conseils de lecture concernant l'alimentation et la nutrition ?
Des ouvrages qui t'auraient peut-être marqué pour quelqu'un qui découvrirait... Ouais, je serais même placé de conseiller mes livres, mais bon, c'est une évidence. Je conseillerais en fait les livres de David Servan-Schreiber, qui est médecin, qui est décédé, je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, qui a vécu plus de 16 ans avec une tumeur en fait, dans le cerveau, qui a écrit des livres justement sur l'importance de l'alimentation, l'importance du style de vie également, l'impact du stress. Donc je peux conseiller tous les livres de David Servan-Schreiber. Il y a également des livres de Richard Béliveau. Pourquoi je cite ces deux personnes-là? Parce que je les cite dans mes livres également. Ça a été pour moi une source aussi d'information. Richard Béliveau est un professeur donc, à l'université McGill à Montréal. C'est lui qui a mis en avant les vertus anti-cancer des végétaux. Donc ces livres aussi sont très intéressants. Et ça montre que ça démontre en fait le pouvoir de l'alimentation sur notre bien-être, sur notre santé et pour combattre les maladies. Richard Béliveau, David Servan-Schreiber. Merci pour les néophytes qui iront. Petite question plus générique maintenant. Que penses-tu de l'état de la France actuelle comparé à celle de ton enfance? Alors c'est un écrivain qui a dit que en fait on se réalisait dans la décennie où on avait 20 ans, hein, que la décennie où on avait 20 ans, donc allait avoir un impact sur notre vie. Moi j'ai eu 20 ans dans les années 80. Pour moi ça reste les années d'or, peut-être parce que j'avais 20 ans. Mais c'est une décennie vraiment qui est pour moi qui est charnière à plein de niveaux, notamment par rapport à l'alimentation, où ça a été le développement de je dirais de la junk food, des plats préparés, de toute la nourriture industrielle, des micro-ondes, etc. Avec les fameuses publicités de Richard Gottener, je cite donc dans la conférence. Bien sûr, je suis nostalgique comme tout un chacun, je dirais, de mon époque. Voilà, je suis né dans les années 60, donc voilà, j'ai grandi dans les années 70, ensuite dans les années 80, voilà, c'était un peu le début de ma vie adulte, de cette rentrée dans la vie active, où c'était pas encore cette récession qu'on connaît aujourd'hui, donc c'était peut-être encore une époque où on pouvait actionner l'ascenseur social. Je pense qu'aujourd'hui, cet ascenseur social est complètement cassé. Il y a toujours eu du pistonnage, comme on dit, ça a toujours existé. Mais je vois, mon père était un simple ouvrier, typographe. Il a réussi à devenir un notable de sa ville en ayant donc une imprimerie, en employant des personnes locales, des aubaniers. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il me disait chaque fois qu'il employait quelqu'un, donc c'était souvent l'homme qui travaillait, parce qu'avant les femmes ne travaillaient pas, et en fait il nourrissait une famille aubagnaise. Et ça m'est resté parce que à cette époque-là, dans les années 60 et 70, avec un salaire, même un salaire moyen, on pouvait faire vivre une famille. Aujourd'hui, on ne peut pas. Il faut que ce soit les deux personnes en fait, qui travaillent. Et ça a un impact aussi sur notre santé, puisqu'en fait, on a déserté la cuisine, on n'a plus le temps, etc. Bon, le temps est quand même le fil rouge de mon deuxième ouvrage, parce que je pense que c'est très important. Et donc, je suis bien sûr nostalgique de cette époque, mais je sais que voilà, c'est une époque qui est révolue. Donc, je sais que certains hommes politiques rêveraient de la faire ressurgir, mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est fini, on est passé à autre chose. Mais c'est important de garder la trace, la mémoire par exemple, les films formidables de Marcel Pagnol, qui donnent toujours du baume au cœur, qui sont indémodables avec les Rémus, etc. Voilà, je passe notamment le film L'aile ou la cuisse, un extrait, tu vois, dans la conférence d'hier. C'est magnifique, quoi, tu vois, avec Tricatel qui, au sacrilège, vendait de la nourriture là où on vendait de l'essence. Aujourd'hui, ça nous semble normal, tu vois. Et c'est pour ça que je suis en fait très attaché à l'histoire. Qui ne connaît pas son histoire ne peut pas comprendre le présent, tu vois. Il ne peut pas anticiper le futur. Donc j'essaie, notamment dans le club, tu vois, en faisant des émissions histoire, thématiques, à revenir sur toutes ces époques-là et à comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, les trois marqueurs
important, c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite c'est mai 68. Mai 68, pour moi, est très important au niveau sociétal. Ça a changé énormément de choses, ça explique le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà. Pour rester un petit peu dans ce thème, pour les gens qui se seraient peut-être pas approprié leur histoire, dans ton show conférence d'hier, à la fin, tu invites notamment les gens à s'intéresser notamment à l'histoire de France. Actuellement, la doxa des principaux médias prédomine dans notre société. Quelle importance leur accordes-tu et quelles alternatives préconiserais-tu pour quelqu'un qui chercherait à se réinformer ou tout simplement à s'informer correctement dans un premier temps? Ou à s'informer différemment. Mon père me disait, il faut toujours avoir les deux sons de cloche. Donc j'ai pas coupé l'écoute des médias mainstream. La télé, donc, pour moi, c'est devenu insupportable. J'écoute la radio. France Info, radio propagande, comme je dis. Mais parce que c'est court, et au moins un quart d'heure, je sais ce qu'on donne, je dirais, à manger à la population. Et ouais, quelquefois, ça fait mal, j'en conviens. Mais pour moi, c'est nécessaire de garder ce contact avec ces médias mainstream en ayant les clés de compréhension pour décrypter, pour voir où ils veulent nous mener. Ensuite, c'est d'aller, bien sûr, chercher l'information par nous-mêmes. Je conseille les gens déjà de s'informer auprès des gens, des personnes, des penseurs, qui sont censurés, qui sont blacklistés dans les médias. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a quelques-uns en France. Et ce sont des personnes aujourd'hui dont on veut couper, on veut leur couper la parole. Et pour moi, ce qui est insupportable, c'est de dire à l'autre ce qu'il doit penser. Je pense qu'on est à même de formuler sa propre pensée. Et ces censeurs diront que non. Parce que si on laisse ces personnes parler, elles pourraient influencer les autres. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites à longueur de journée dans tous les médias? Tu l'as vu dans la conférence, je cite Joe Biden. Je demande au public, est-ce que vous pensez que c'est cette personne-là qui dirige les États-Unis? Tout le monde rit. On ne devrait pas rire de ça, tu vois, mais tout le monde rit. Et lorsqu'on voit les médias mainstream, l'indulgence qu'ils portent quand même à ce démocrate, qui est voilà, dans une faiblesse due certainement à son âge, je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais bon, quand on confond sa sœur, sa mère, voilà, qu'on appelle une sénatrice qui est morte il y a 6 mois, c'est qu'il y a un problème. Personne n'en parle. Et quand je compare à Trump, par exemple, qui s'est fait harceler par les médias depuis le début de son mandat jusqu'à la fin de son mandat. On voulait faire de l'impeachment, on voulait actionner l'impeachment pour Trump. Et là, en fait, on a une personne qui n'est pas en possession de tous ses moyens, en plein cœur d'un conflit mondial. Je ne vois pas non pas de contre-pouvoir, mais je ne vois pas de paroles divergentes ou d'un autre discours qu'on trouve, par contre, sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux ont aussi l'avantage de nous aiguiller vers des personnes qui n'ont pas la chance ou l'opportunité, et quelquefois c'est volontaire, d'apporter leur parole dans les médias mainstream. Voilà. Donc je conseille aux personnes, voilà, d'aller chercher leurs propres informations, et si possible chez des personnes qui, voilà, dont on dit quelquefois pique-pendre, pour ne serait-ce que se faire une idée. Je pense qu'on a encore, nous, notre capacité de jugement. Oui. Et puis pour rester encore un petit peu sur ces médias mainstream, on voit très bien que c'est eux qui font un petit peu la pluie et le beau temps et qui peuvent lancer de nouvelles thématiques beaucoup sociétales aujourd'hui en France. Actuellement, on a une poussée un petit peu de ce qui s'appelle le wokisme, parce que bon, l'anglicisme aussi est omniprésent dans ces médias mainstream. Quelle est ta position concernant ces lobbies minoritaires qui imposent leur diktat à la majorité, comme ce wokisme ou ce qu'on appelle aussi la cancel culture actuellement? Alors, je ne pourrais pas apporter un jugement sur l'anglicisme parce que mes livres s'appellent Hit. D'accord ?
mais j'écris en français, je suis un amoureux de la langue française. Je trouvais que hit, ça avait le côté punch. Et je trouve ça aberrant, et je pense réellement que les médias mainstream fabriquent une réalité qui n'existe pas. En parlant de ces sujets qui sont ultra minoritaires, certes, on va encourager des personnes, peut-être, à aller donc vers ces, je dirais, ces valeurs ou ces combats, peu importe comment on les appelle, ce qui sont toutes légitimes, mais ne parler que de ça. Moi, quand je me promène, je vais au marché, je ne vois pas des drapeaux LGBT. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui une réelle propagande donc de la cancel culture. Mais quelle hérésie d'effacer des pans de l'histoire ou de décrocher des statuts parce que des personnes auraient pu dire, comme Churchill par exemple, aurait eu des propos quoi, peut-être racistes ou... Mais justement, c'est ce qui fait la richesse de notre histoire. Si tu effaces tout ça, tu n'as plus de repères. Et je pense qu'on veut nous défaire de ces repères. On veut nous défaire de notre histoire. Déjà, notre histoire de France, il faudrait choisir déjà les bonnes versions. Hein, voilà, si on se comprend. Mais pour moi, vraiment, la cancel culture, c'est une hérésie. Alors qu'on défende certaines valeurs, chacun est en droit de faire ce qui lui plaît. Voilà, moi, je défends plutôt la cause animale, mais bon. Mais le wokisme, voilà, c'est être éveillé. Ben, c'est bien, tout le monde devrait être woke. Si on le prend dans cette, tu vois, voilà. C'était cher à Van Damme, tu vois, Van Damme qui est pour moi un réel philosophe, c'est un penseur, ce gars-là. Bon, il forme une expression orale qui lui appartient, hein, mais be aware, tu vois, donc voilà, rester éveillé, wokisme, c'est être éveillé, tout le monde devrait être woke, mais pas le woke pris par les Black Lives Matter, etc. C'est totalement aberrant, et c'est d'autant plus aberrant que ça n'existe pas à l'échelle que nous montrent les médias tous les jours, quoi, en parlant tous les jours de ces causes-là, en faisant toute une histoire sur des capitaines de football qui mettent un brassard LGBT pour aller dans un pays, le Qatar, c'est de la provocation, déjà, voilà, bon, on peut parler de la Coupe du Monde, mais on est en plein dedans. C'est sujet passionnant le Qatar d'ailleurs, mais... Donc voilà. Après, tu vois, je peux rebondir sur ce que tu m'as demandé concernant les médias. On n'a pas besoin d'être uniquement sur le même courant aussi idéologique ou politique. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut aller jeter un coup d'œil, si on est de droite sur les médias de gauche, si on est de gauche sur les médias de droite. Rares sont ceux qui le font. Voilà. Moi, je le fais, et puis voilà, je trouve des fois des choses intéressantes, même si ce n'est pas dans mon courant idéologique. Le pouvoir aujourd'hui veut créer des clivages. Il veut créer des clivages, de plus en plus de clivages. Voilà, des clivages à l'intérieur de clivages. Tout ça pour nous séparer, pour mieux régner, pour semer la confusion, et pour que nous détestions les uns les autres. On ne devrait pas se détester. On devrait tous détester les personnes qui nous font subir ce qu'on subit aujourd'hui. Voilà. Je parle, tu vois, de Bruno Le Maire, qui est pour moi un exemple type d'une personne totalement incompétente. Comment on peut dire ces choses-là, on va mettre à mal l'économie russe et c'est nous qui en payons les frais aujourd'hui. Mais moi, si j'étais maître d'école, si mon élève, il va directement au coin avec un bonnet d'âne, tu vois, et il est renouvelé dans son poste. On a quelqu'un comme Olivier Véran qui nous a menti pendant 2 ans et demi, qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, quelqu'un qui ment ouvertement, ça a été prouvé. Bon, ils reviennent sur leurs faits, hein, petit à petit, mais bon, on le met de porte-parole. Tout ça, c'est plus que de la symbolique, tu vois, c'est réellement du foutage de gueule. Et c'est pour ça que je reviens sur l'alimentation, parce que, tu vois, l'alimentation, on peut agir sur ce qu'on mange, on peut choisir ce qu'on mange. Mais tous ces problèmes-là, on ne peut pas agir. On peut les comprendre, on est... en colère parce que d'autres personnes ne les comprennent pas, parce qu'elles n'ont pas ces clés de compréhension. S'ils restent juste sur BFM, CNews et les médias mainstream, ils ne peuvent pas comprendre. Donc on est en colère déjà contre ça, et en plus on est en colère parce qu'on ne peut pas agir.
On ne peut pas agir aujourd'hui contre un gouvernement. Ce sont des personnes aujourd'hui, même s'ils ne sont plus là, il y aura d'autres personnes qui vont les remplacer. On est totalement impuissants et donc c'est une colère qu'on va garder en nous et ça va générer du stress, ça va générer des montées de cortisol, ça va générer des dépressions, des maladies. Donc il faut être fort dans sa tête. Il faut être fort dans sa tête et l'alimentation, pour moi, est au cœur de beaucoup de choses. Ça permet d'être en forme, ça permet de mieux dormir, ça permet d'être un petit peu plus, je dirais, serein, tu vois, que d'être drogué au sucre, drogué avec toute cette gourmandise. Tu vois, il y a deux sortes de personnes aujourd'hui. Il y a ceux qui mangent parce que c'est bon au goût. En général, c'est une grande partie de la population qui mange parce que c'est bon au goût. Mais il y a une autre catégorie dont je fais partie, et peut-être vous aussi, ce sont ceux qui se nourrissent. Donc on sait ce qu'il y a dans notre assiette, on sait quand on fait des écarts. Là, je vois un joli goûter qu'on m'a préparé avec un goûter local, donc je vais goûter voilà, tout à l'heure avec joie, voilà, avec mes camarades. Mais la problématique, c'est que cette alimentation vraiment nous a intoxiqués, nous a rendus petit à petit plus fragiles, plus malades, mais aussi plus fragiles émotionnellement, plus fragiles mentalement. Donc pour moi, c'est un tout, tu vois. Le corps, l'esprit. Et tout ça, du coup, se cultive. Je permets juste de rester sur le domaine justement de la culture pour aller sur un sujet un petit peu plus léger. Donc, en restant en culture, peux-tu nous parler justement de la musique que tu écoutes, qu'on a effleuré un tout petit peu au début de cet entretien, mais Je suis passionné de musique depuis tout jeune. Hein. Le premier disque que j'ai écouté, c'est Regatta des Blancs de Police. Police est un de mes groupes préférés. Sting, Peter Gabriel. J'aime beaucoup tout ce qui est rock, tout ce qui est pop. J'aime beaucoup aussi la musique un petit peu plus énergique, hein. Rammstein, Nine Inch Nails, donc du métal. Je suis très éclectique dans mes goûts. On m'a souvent catégorisé dans le métal, parce que j'avais une émission qui s'appelait Heavy Metal Food, qui est encore actuelle, où j'interviewe des rockstars par rapport à l'alimentation, justement, qui a donné l'idée en fait, du premier livre. Hein. Les musiciens sont le fil conducteur du premier livre. Et donc j'aime beaucoup cette musique, parce que la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs. Pour moi, ça fait partie d'une richesse culturelle, tout comme les livres. Et justement, je fais le lien, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je lis beaucoup de biomusical, je ne lis pas que ça, bien entendu, mais j'ai toujours mon moment de lecture. Je lis à peu près 1-2 heures par jour minimum. Et le soir, c'est toujours des biographies musicales qui sont très intéressantes. Par exemple, la biographie de David Bowie est passionnante parce que on la replace dans le contexte aussi sociétal de l'époque. Et on voit comment cet homme-là, immense artiste, génie, a utilisé son côté androgyne, non pas aujourd'hui comme certains en fait qui sont un petit peu, je dirais, dans la pleurniche parce qu'ils n'assument pas leur côté gay ou homosexuel ou transsexuel, peu importe. Mais là, David Bowie le revendiquait, c'était dans un courant donc, historique, hein, donc fin des années 60, là encore je fais le lien avec mes 68, et voilà, donc on mélange la musique, le sociétal. C'est très important d'avoir un minimum de culture. Alors, pour moi, c'est la musique parce que c'est ma passion, mais ça peut être aussi le sport ou autre chose. Et tout ça permet également de nourrir l'esprit, d'avoir des conversations agréables, d'apprendre des choses, je dirais, à nos amis, de nourrir une conversation qui ne soit pas la conversation de la dernière émission de Touche pas à mon poste, par exemple. Donc on sort un petit peu de ce côté télé, et pour moi le livre est vraiment là aussi un des outils indispensables à notre bonne santé mentale, parce que le livre permet de nous poser, de nous concentrer, et je voudrais parler de ça, pour moi c'est important. Tout ce défaut d'attention, cette attention qui diminue aujourd'hui, les milléniums ont à peine 1 seconde de plus qu'un poisson rouge en attention. Poisson rouge, c'est 8 secondes, et des penseurs de Google ont défini la période, on définit à 9 secondes la concentration des jeunes gens qui ont une vingtaine d'années. Donc c'est effroyable, tu vois. En plus, tous les médias aussi, type TikTok, les shorts sur YouTube, etc., donc favorisent cette information immédiate qu'on va de suite oublier, et on va avoir de moins en moins d'attention. Et pour travailler justement notre attention, c'est la lecture.
Lorsque tu as un livre ouvert, tu n'as pas des fenêtres de partout pour cliquer de part et d'autre. Je pense que tout le monde a ouvert une fenêtre YouTube pour aller voir peut-être une vidéo et tomber sur autre chose. Et puis en fait, on n'a pas vu la vidéo qu'on voulait voir. Et on voit, ah, tu souris, tu es tombé dans le piège toi aussi. Hein. Moi aussi des fois. Tu vois. Donc le livre permet de se concentrer, tu vois, sur un seul et même sujet. Indispensable, le livre. Ouais. La transition toute trouvée pour notre dernière question. Quel est ton livre de chevet actuellement? Alors, j'ai pas de livre de chevet, en fait. J'avais un livre que j'aimais beaucoup, qui est un livre, c'est un manuel, en fait. C'est le manuel du guerrier de la lumière, c'est de Paulo Coelho. Peut-être un peu la philosophie de comptoir, diront certains. Mais voilà, c'est un des livres qui m'a vraiment, je dirais, éveillé aussi à la lecture il y a une vingtaine d'années, avec d'autres penseurs français qui sont très férus sur les livres également. Donc je lis énormément d'ouvrages. Et puis j'ai une lecture quand même qui est relativement éclectique. Voilà. Eh bien, nous te laissons le mot de la fin si tu désires ajouter quelque chose. Je te remercie pour cette interview parce que c'est assez rare qu'on me pose des questions justement sur mon travail du côté du sociétal. Je suis certes, je ne suis pas un spécialiste, peut-être un peu moins que l'alimentation, mais ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et je pense avoir une analyse qui peut être pertinente, en tout cas qui peut intéresser ne serait-ce que mon public, pour les éveiller je dirais, à autre chose, les éveiller à des choses quand même importantes, des choses actuelles, parce que il faut avoir ces clés de compréhension pour comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'accroche du Hit Club, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire modestement, humblement et quasiment, comme tu dis, au quotidien, en produisant du contenu, en produisant des livres et puis en répondant à des questions qui sont fort pertinentes. Merci beaucoup pour cet entretien. Gilles, merci à toi, merci pour ton travail et pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. À bientôt. Voilà. Tu vois comment on explose les 15 minutes.